que cette sissiparité soit la conséquence directe de l'aventure colonialiste, nul doute. Qu'elle nourrisse sa veine principale au cœur des différentes théories qui ont voulu faire du noir le lent acheminement du singe à l'homme. Personne ne songe à le contester. Ce sont des évidences objectives qui expriment la réalité. Mais quand on a rendu compte de cette situation, quand on l'a comprise, on tient que la tâche est terminée. Comment ne pas réentendre alors, dégringolant les marches de l'histoire, cette voix? Il ne s'agit plus de connaître le monde, mais de le transformer. Il est effroyablement question de cela dans notre vie. Parler, c'est être à même d'employer une certaine syntaxe, posséder la morphologie de telle ou telle langue, mais c'est surtout assumer une culture, supporter le poids d'une civilisation. La situation n'étant pas à sens unique, l'exposé doit s'en ressentir. On voudra bien nous accorder certains points qui, pour inacceptables qu'ils puissent paraître au début, sauront trouver dans les faits le critère de leur exactitude. Le problème que nous envisageons dans ce chapitre est le suivant. Le noir antillais sera d'autant plus blanc, c'est-à-dire se rapprochera d'autant plus du véritable homme, qu'il aura fait sienne la langue française. Nous n'ignorons pas que c'est là une des attitudes de l'homme en face de l'être. Un homme qui possède le langage possède par contre-coup le monde exprimé et impliqué par ce langage. On voit où nous voulons en venir. Il y a dans la possession du langage une extraordinaire puissance. Paul Valéry le savait, qui faisait du langage. Le Dieu dans la chair égarée, Paul Valéry charme, lapidie. Dans un ouvrage en préparation, le langage et l'agressivité, nous nous proposons d'étudier ce phénomène. Pour l'instant, nous voudrions montrer pourquoi le noir entier, quel qu'il soit, a toujours à se situer en face d'un langage. Davantage, nous élargissons le secteur de notre description, et par-delà l'antillais, nous visons tout homme colonisé. Tout peuple colonisé, c'est-à-dire tout peuple au sein duquel a pris naissance un complexe d'infériorité, du fait de la mise au tombeau de l'originalité culturelle locale. Ceci du vis-à-vis du langage de la nation civilisatrice, c'est-à-dire de la culture métropolitaine. Le colonisé se sera d'autant plus échappé de la brousse qu'il aura fait sienne les valeurs culturelles de la métropole. Il sera d'autant plus blanc qu'il aura rejeté sa noirceur, sa brousse, de l'armée coloniale et plus spécialement dans les régiments de tirailleurs sénégalais. Les officiers indigènes sont avant tout des interprètes. Ils servent à transmettre à leurs congénères les ordres du maître et ils jouissent eux aussi d'une certaine honorabilité. Il y a la ville, il y a la campagne, il y a la capitale, il y a la province. Apparemment, le problème est le même. Prenons un Lyonnais à Paris. Il vantera le calme de sa ville, la beauté enivrante des quais du Rhône, la splendeur des platanes, et tant d'autres choses que chantent les gens qui n'ont rien à faire. Si vous le rencontrez à son retour de Paris, et surtout si vous ne connaissez pas la capitale, alors il ne tarira pas d'éloges. Paris, ville lumière, la Seine, les guinguettes, connaître Paris et mourir. Le processus se répète dans le cas du Martiniquais. D'abord son île, Basse-Pointe, Marigot, Gros-Morne, et en face, l'imposant Fort-de-France. Ensuite, et c'est là le point essentiel, hors de son île, le noir qui connaît la métropole est un demi-dieu. Je rapporte à ce sujet un fait qui a dû frapper mes compatriotes. Beaucoup d'Antillais, après un séjour plus ou moins long dans la métropole, reviennent se faire consacrer. Avec eux l'indigène,
jamais sorti de son trou, le Pitaco, adopte la forme la plus éloquente de l'ambivalence. Le noir, qui pendant quelque temps a vécu en France, revient radicalement transformé. Pour nous exprimer génétiquement, nous dirons que son phénotype subit une mue définitive absolue. Nous voulons dire par là que les noirs qui reviennent près des leurs donnent l'impression d'avoir achevé un cycle, de s'être ajouté quelque chose qui leur manquait. Ils reviennent littéralement pleins d'eux-mêmes. Dès avant son départ, on sent, à l'allure presque aérienne de sa démarche, que des forces nouvelles se sont mises en branle. Quand il rencontre un ami ou un camarade, ce n'est plus le large geste huméral qui l'annonce. Discrètement, notre futur s'incline. La voix rauque d'habitude laisse deviner un mouvement interne fait de bruissement, car le noir sait que là-bas, en France, il y a une idée de lui qui l'agrippera au Havre ou à Marseille. Je suis martiniquais. C'est la première fois que je viens en France. Il sait que ce que les poètes appellent roucoulement divin, entendez le créole, n'est qu'un moyen terme entre le petit nègre et le français. La bourgeoisie aux Antilles n'emploie pas le créole, sauf dans ses rapports avec les domestiques. À l'école, le jeune martiniquais apprend à mépriser le patois. On apprend de créolisme. Certaines familles interdisent l'usage du créole, et les mamans traitent leurs enfants de tibande quand ils l'emploient. Ma mère voulant un fils mémorandum, si votre leçon d'histoire n'est pas sue, vous n'irez pas à la messe dimanche avec vos effets de dimanche. Cet enfant sera la honte de notre nom. Cet enfant sera notre nom de Dieu. Taisez-vous, vous ai-je dit, qu'il vous fallait parler français. Le français de France, le français du français, le français français. Léon Gontran Damas, Pigment. Oui, il faut que je me surveille dans mon élocution, car c'est un peu à travers elle qu'on me jugera. On dira de moi avec beaucoup de mépris, il ne sait même pas parler le français. Dans un groupe de jeunes antillais, celui qui s'exprime bien, qui possède la maîtrise de la langue, est excessivement craint. Il faut faire attention à lui, c'est un quasi blanc. En France, on dit parler comme un livre. En Martinique, parler comme un blanc. Le noir entrant en France va réagir contre le mythe du Martiniquais qui mange les airs. Il va s'en saisir et véritablement entrera en conflit ouvert avec lui. Il s'appliquera non seulement à rouler les airs, mais à les ourler, épiant les moindres réactions des autres, s'écoutant parler, se méfiant de la langue, organe malheureusement paresseux. Il s'enfermera dans sa chambre et lira pendant des heures, s'acharnant à se faire diction. Dernièrement, un camarade nous racontait cette histoire. Un Martiniquais arrivant au Havre entre dans un café. Avec une parfaite assurance, il lance Garçon, un verre de biais. Nous assistons là à une véritable intoxication. Soucieux de ne pas répondre à l'image du nègre mangeant les airs, il en avait fait une bonne provision, mais il n'a pas su répartir son effort. Il y a un phénomène psychologique qui consiste à croire en une ouverture du monde dans la mesure où les frontières se brisent. Le noir, prisonnier dans son île, perdu dans une atmosphère sans le moindre débouché, ressent comme une trouée d'air cet appel à l'Europe. Parce que, il faut le dire, Césaire fut magnanime. Dans son cahier d'un retour au pays natal, cette ville, Fort-de-France, est véritablement plate et jouée. Là-bas, au flanc de ce soleil, cette ville plate est allée trébucher de son bon sens inerte et souffler sous son fardeau géométrique de croix éternellement recommençante, indocile à son sort, muette, contrariée de toute façon, incapable de croître, selon le suc de cette terre, embarrassée, rognée, réduite, en rupture de faune et de flore. Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal. La description qu'en donne Césaire n'est nullement poétique. On comprend alors que le noir, à l'annonce de son entrée en France, comme on dit de quelqu'un qui fait son entrée dans le monde, jubile et décide de changer. D'ailleurs, il n'y a pas
psychanalystes ici ont beau jeu, et le terme d'oralité est vite lâché, mais nous devons aller plus loin. Le problème du langage est trop capital pour espérer le poser intégralement. Les remarquables études